Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'avortement, la place de la femme dans la société, l'homosexualité, la théorie de l'évolution ou encore les grands principes démocratiques, voici quelques sujets qu'il devient difficile parfois d'aborder en classe. Selon une enquête réalisée par le Centre d'action laïque auprès de professeurs de primaire et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, 73% d'entre eux ont modifié leur manière d'enseigner ces dernières années ou prennent des précautions oratoires lorsqu'ils traitent certains sujets dits sensibles. Plusieurs pistes de solutions sont sur la table pour améliorer la situation, que ce soit la formation des professeurs, une véritable éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ou encore un cours de philosophie et citoyenneté de 2 heures pour toutes et tous. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors nous allons en discuter ce soir avec nos 3 invités. Alors déjà bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Donc tout d'abord Julie Castelin, vous êtes professeure de philosophie et citoyenneté à l'Athénée Charles Rogier à Liège. Et donc vous allez nous parler des difficultés que vous rencontrez donc au quotidien avec vos élèves, peut-être aussi des points positifs de ce cours de philosophie et de citoyenneté. Alors à vos côtés Pierre-Stéphane Lebluy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également professeur de philosophie et de citoyenneté. Vous êtes donc professeur à Charleroi et membre fondateur également de l'Association des professeurs de philosophie et citoyenneté. Et enfin, Lionel Rubin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chargé de mission au Centre d'action laïque et auteur de cette étude sur les difficultés d'aborder certains sujets en classe. Alors, cette étude, elle a été réalisée notamment suite au drame qui s'est déroulé en France en octobre dernier. C'était donc l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine, assassiné donc par un jeune terroriste islamiste. Alors, Julie Castelin, peut-être pour commencer, comment vous avez vécu cet événement dramatique ? Comme beaucoup, je l'ai vécu de façon tragique. J'ai éprouvé beaucoup de tristesse et d'empathie. Est-ce que vous êtes senti touchée, concernée par ce qui s'était passé ? Oui, tout à fait, parce que j'entends souvent mes élèves me dire que je parle sans limite et sans tabou. Donc oui, je me suis sentie concernée, évidemment. Pierre-Stéphane Lebluy, vous aussi en tant que professeur de philosophie et de citoyenneté, mais qui abordait des thématiques difficiles avec vos élèves, est-ce que c'est un événement qui vous a particulièrement touché ? Oui, ça m'a particulièrement touché parce que dans ce que j'ai lu dans la presse par rapport aux pratiques de ce professeur, sans le connaître, j'utilisais les mêmes techniques. Je me souviens qu'il avait proposé aux élèves qui pouvaient être éventuellement choqués par les caricatures qu'il voulait montrer de sortir du local à ce moment-là. Et curieusement, ça m'est revenu en pleine figure parce que je faisais exactement la même chose dans ma pratique. Quand on a parlé des événements de Charlie Hebdo, c'était le début du cours de philosophie de citoyenneté. Et j'ai employé la même technique que lui. J'ai proposé aux élèves éventuellement que ça pouvait choquer de sortir pour ne pas les blesser, tout en conservant la neutralité qui nous guide durant nos heures de cours. Je me suis identifié à ce monsieur, ça m'a surpris, ça m'a touché comme ma collègue et j'y pense relativement souvent. Et quelque part aussi, je me dis, il n'est pas normal dans un État démocratique, tout en respectant la neutralité, de devoir penser comme ça parce qu'on finit par se mettre des freins. Et c'est dérangeant, quoi, de se dire qu'on est obligé de freiner certains sujets en se disant attention, ça peut avoir des conséquences. Mais on va parler de ces différents freins. Mais j'avais quand même envie de donner peut-être un point un peu positif. C'est que Lionel Rubin, quand on voit les résultats de cette enquête menée par le Centre d'action laïque, donc il y a plus de 300 professeurs qui ont répondu, on voit quand même que la situation n'est pas hors de contrôle et ne semble pas aussi pire peut-être que ce qu'elle peut apparaître en France. Oui, tout à fait. C'est effectivement le constat premier et général de cette enquête, c'est qu'on n'est effectivement pas dans une situation de contrôle, avec pas une remise en cause fondamentale de notre enseignement et des contenus. Ça, c'est évident. Et donc, il y a évidemment, probablement, un contexte qui est différent qu'en France. Maintenant, c'est sûr que sur les 300 professeurs que nous avons interrogés,
60% d'entre eux, en tout cas, pointent un environnement, un climat qui a évolué par rapport à certaines matières. Et donc, c'est évidemment tout l'enjeu maintenant, c'est de voir quelles sont les pistes de solutions concrètes et faisables à mettre en œuvre, en fait, pour permettre de revenir à une forme de retour à la normale. Ça veut dire de pouvoir, en tout cas, évoquer les sujets, présenter les sujets aux élèves, pouvoir en discuter avec eux de manière à affûter leur esprit critique. C'est évidemment tout l'enjeu, c'est de trouver ces pistes de solutions. Alors, Julie Castelin, quels sont pour vous les sujets qui sont vraiment difficiles à aborder avec certains élèves, avec certaines classes ? Quels sont les sujets où vous sentez que vous avez plus de difficultés qu'avant d'en parler ? Pour rebondir par rapport à ce que mon collègue vient de dire, déjà la thématique de la liberté d'expression pose problème. C'est-à-dire que moi, quand il y a eu cet événement tragique, je suis passée par différents stades. Un premier stade émotionnel et puis un stade où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec mes élèves en classe. Donc je suis arrivée lundi en classe en me disant je dois en parler, mais j'ai tout de suite ressenti ce frein. Et puis j'en ai discuté à la récréation, je me souviens très bien, avec ma collègue de géographie, qui elle avait décidé de parler de cela avec ses élèves. Et là je me suis dit allez Julie, c'est bon, vas-y, jette-toi à l'eau, c'est ton devoir de le faire. Et j'ai passé mon temps toute la semaine à décortiquer cela avec eux et ça n'a vraiment pas été évident. Puisque en effet, je me suis retrouvée à penser à ma leçon sur la liberté d'expression, à aborder l'affaire des caricatures de Mahomet, etc., à montrer certaines choses, et j'ai ressenti vraiment beaucoup de freins chez certains élèves. Donc il y a la notion, le facteur religieux est compliqué, la liberté d'expression qui va avec. Quand on parle d'homosexualité, et donc d'homophobie, ça reste problématique. Et ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai fait un peu d'histoire avec eux, j'ai parlé de l'évolution de l'homme, et là, de nouveau, ça a coincé, parce qu'il y a des élèves qui m'ont dit « Madame, nous, on ne croit pas en la science et on ne croit pas en Darwin. » Donc là, de nouveau, il y a un frein. Et là, vous pensez que c'est vraiment les motifs religieux, c'est la question de la religion qui est derrière, Exactement. qui est derrière cette révolte C'est la religion, ils sont pris avec un conflit de loyauté et comme je vous l'ai déjà dit, ils sont dans l'affirmation identitaire. Et en plus de cela, s'ajoute le facteur ignorance. Il y a un manque de savoir, manque de culture, manque de connaissances. Et vous parvenez à déconstruire ça ? J'essaye, je suis pleine de bonne volonté, j'y arrive parfois, mais pas toujours. Je me rends compte que je suis souvent amenée à faire, comme on dit en communication, de la métacommunication, donc à essayer de sortir de la dynamique de discussion pour essayer d'analyser ce qui se passe. C'est déjà... Enfin, voilà, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne pas à chaque fois. Vous, Pierre-Stéphane Lebuy, que ce soit vous, dans votre expérience personnelle de professeur de philosophie, de citoyenneté et de morale auparavant, ou au sein de cette association des échos que vous pouvez entendre, quels sont pour vous vraiment les sujets les plus difficiles ? On a déjà parlé de liberté d'expression, est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais, la liberté d'expression touche tellement de domaines différents qu'elle commence dès le départ où on les met dans une situation de débat, par exemple. Quand on les place dans une situation de débat sur des thématiques dont on vient de parler, l'homosexualité, on sent très rapidement dans un groupe les tensions qui se créent. Tout en mettant les balises, tout en mettant toute sa pratique que l'on a, les tensions sont réelles. Certains voudraient émettre des avis, mais ne savent pas les émettre par peur des représailles éventuelles, des menaces directes qui se font entendre dans ce débat. Alors oui, on est enseignant, oui, on recadre, oui, on rappelle les règles d'un débat, mais les menaces, elles sont quand même bien là, les menaces verbales à l'encontre d'un camarade qui voudrait librement pouvoir parler de l'homosexualité, peut-être de son orientation. Donc c'est très compliqué, et surtout 50 minutes quand on rentre... On a déjà 10 minutes dans la vue. Il y a 24 élèves qui doivent prendre la parole pendant le restant du temps. On a moins d'une minute par élève. Enfin, c'est quasi mission impossible. Et déconstruire, avec les petits groupes, j'arrive à les conscientiser, mais sur un laps de temps qui va de court à moyen. Sur le long terme,
la notion apprise dans ce cadre de débat s'étiole au fur et à mesure que le temps passe. Donc il faut y revenir. Alors y revenir, c'est prendre encore du temps sur un autre sujet éventuel pour essayer de reconstruire ce qu'on avait fait. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Ça prend du temps. C'est énorme. Lionel Rubin, quand on regarde les résultats de cette enquête, c'est vrai qu'il y a vraiment des grands sujets qui ressortent comme étant les plus difficiles. C'est effectivement toutes ces questions éthiques, mais aussi des questions liées aux principes démocratiques. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Oui, mais c'était donc l'objectif, c'était effectivement de récolter la parole des professeurs pour dresser un constat et de voir où étaient situés les freins dans certains cours et par rapport à certaines matières. Évidemment, on a majoritairement des freins dans les cours de français, de philosophie et citoyenneté, de religion, de morale, d'histoire, de géo. Ce sont principalement les matières dans lesquelles, effectivement, on a des débats, dans lesquels on doit déconstruire, dans lesquels on doit apprendre des vérités historiques, des faits scientifiques. Et donc, logiquement, c'est dans ces matières-là qu'il y a des moments où ça coince et des thématiques par rapport auxquelles ça coince. Les avancées éthiques comme l'avortement, l'euthanasie, etc., sont effectivement des thématiques qui posent problème. À côté de ça, on a toutes les pratiques démocratiques au sens large. Donc ça peut être, par exemple, le principe de majorité, ça peut être la figure du politique en tant que tel, donc avec des discours assez populistes, ça peut être toute la méfiance envers la presse, envers les médias, etc. Donc c'est tout ce qui constitue en réalité nos démocraties modernes, et c'est là que ça coince. Donc c'est la méfiance par rapport à tous ces corps, quoi. Julie Casselin, vous vouliez peut-être réagir, et je sais qu'il y avait notamment la question de la femme, la place de la femme dans la société. C'est quelque chose dont vous me parliez en préparant l'émission. C'est quelque chose qui est souvent remis en cause, et encore plus peut-être pour vous en tant que femme professeure. Oui, ça c'est certain. Déjà, oui, je suis prof de philo. Je suis une femme. Alors moi, je pense qu'ils entendent quand même bien. Enfin, moi, c'est un petit peu difficile à gérer cette neutralité. Je peux pas faire fi de mes convictions personnelles. Donc, je pense qu'assez vite, on perçoit bien que Dieu, il n'est pas trop présent dans ma vie personnelle, pas du tout même, ni personnelle ni privée, professionnelle, pardon. Donc oui, j'ai encore moins de crédit. J'ai encore moins de crédit en tant que femme. C'est ça que je voulais dire. Mais je rebondis parce que effectivement, ça se tient du coup par rapport aux résultats de l'enquête, parce que quand on prend les causes, on s'aperçoit que le discours religieux et le sexisme ordinaire, dans la société, sont des causes justement de ces freins dont on parlait. Et en fait, ça se rejoint, parce que quand on prend le discours religieux, il est assez normatif, il pose des normes par rapport aux thématiques qu'on a évoquées, l'avortement, l'homosexualité, tout ça, et le sexisme ordinaire pose aussi des normes, un regard normatif par rapport à l'égalité homme-femme, etc. Et donc finalement, on s'est aperçu dans le questionnaire que tout se tenait au niveau des constats, des causes, des conséquences, et puis des pistes de solutions dégagées par les professeurs, quoi. Est-ce que la situation, peut-être Pierre-Stéphane Lebluy, la situation actuelle, la pandémie, on sait que ça alimente beaucoup les théories du complot, etc. Là aussi, est-ce que ce discours se retrouve beaucoup chez les élèves ? Oui, c'est assez fou, parce que là, voilà encore un exemple intéressant. Cette pandémie, ça permet d'aborder justement toutes les théories du complot et d'essayer de déconstruire ces théories. Mais un exemple que j'ai entendu récemment sur les théories du complot, des élèves tentent d'affirmer que la vaccination peut entraîner une forme de pistage de chacun d'entre eux. Et ils m'en parlaient, c'était en dehors des cours, ils me disaient, oui, mais bon, moi, me faire vacciner pour me faire pister, ça ne m'intéresse pas. Et je dis, mais j'essaye de comprendre, j'essaye d'analyser, j'essaye de raisonner, j'essaye de les intéresser à des sites qui peuvent les informer. Et tout en leur parlant et en leur donnant ces pistes de sites qui peuvent les informer, je me rends compte que c'est pas ce qui les intéresse. Par contre, ils vont continuer à s'informer sur les sites, justement, qui
parle du complot parce qu'il y a un côté d'étrangeté. Le site d'information, la rationalité de l'information, l'information recoupée, c'est pas amusant. Il n'y a pas de mystère derrière. Par contre, de l'autre côté, il y a du mystère. Et le mystère, c'est leur univers. Et voilà, ça a un côté plus palpitant. Et donc, c'est très difficile. Encore une fois, on revient à ce fameux temps. Ici, ce n'était pas dans le cadre d'un cours. C'était vraiment une discussion comme ça durant une récréation avec 2 étudiants. Et je me dis, mais 50 minutes, comment est-ce qu'on peut faire en 50 minutes pour y arriver, quoi ? On nous a demandé, on entend les hommes politiques, les femmes politiques de tous bords dire « Ah oui, mais les profs de CPC dans l'officiel, et l'officiel subventionné, on ne parle que d'une partie de l'enseignement communautaire. » Oui, parce qu'il faut rappeler française. peut-être à nos auditeurs qu'effectivement, dans l'enseignement libre confessionnel, il n'y a pas de cours à part entière de philosophie et de citoyenneté. On a ce qu'on appelle l'éducation à la philosophie et citoyenneté qui est censée être dispersée dans tous les autres cours. Mais donc voilà, on n'a pas... Déjà, vous trouvez, je pense que c'est trop peu d'avoir 1 heure, mais c'est vrai que là, dans le libre confessionnel, ils ont rien du tout. Enfin, Ils n'ont du rien, tout, en non. tout cas. Oui, c'est dédié à ça. considéré comme une compétence transversale, comme on dit en jargon pédagogique. Oui. Et d'ailleurs, vous me disiez, Julie Castelin, que parfois on vous appelle encore la prof de rien. Oui. Parce qu'à un moment, on appelait ce cours de rien. Oui, ensuite, ça montre quand même encore l'image qu'il a parfois. Oui, exactement. Déjà, il n'y a pas beaucoup de valorisation en tant qu'ancienne prof de morale. C'est déjà le cours où on regarde des cassettes, comme on disait avant. Et puis là, oui, j'ai encore des collègues qui disent « Oh mais oui, mais Julie, elle est prof de rien. » Donc, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt de la part de certains collègues. Je n'ai pas dit tous, parce qu'il y en a qui nous félicitent pour le travail qu'on fait. Mais oui, un peu Mais est-ce que vous d'intérêt. ressentez quand même un soutien, parfois de certains de vos collègues Oui, ou bien de sûr. votre direction? Est-ce que quand vous sentez qu'il y a des sujets qui sont difficiles à aborder ou que vous avez eu des réactions un peu exagérées de certains élèves, disproportionnées est-ce que vous avez quand même ce soutien ou pas? Oui, exactement. Et quand il se passe quelque chose que j'estime un peu dangereux et qui dérive, tout de suite, j'en informe en général monsieur le proviseur, et puis ça remonte auprès de madame la préfète, et j'ai toujours du soutien. Quand j'ai perçu des discours un peu dangereux comme ça, je pense que le lendemain, les élèves concernés étaient appelés pour une petite mise au point chez monsieur le proviseur, qui de surcroît a du crédit, vu sa position et son genre, évidemment. Et ça, c'est pas... donc, je dis pas que vous êtes une exception, mais c'est vrai qu'on voit les résultats de l'enquête, on voit que tous les professeurs ne se sentent pas nécessairement soutenus, que ce soit par leur direction, par leurs collègues. Je ne sais pas si Pierre-Stéphane Leblis ou Lionel Rubin voulaient réagir. Peut-être que, par rapport aux retours qui me sont faits, notamment au travers de l'association des profs de philosophie de citoyenneté, je peux rapidement vous dire que la méconnaissance de ce cours, d'abord par les directions d'école, est flagrante. Bon, moi j'ai de la chance, très égoïstement je vais le dire, les chefs d'établissement que j'ai eu jusqu'à présent étaient derrière moi, donc j'ai pas de souci. Mais je sais que c'est pas le cas dans toutes les écoles, qu'il y a des directeurs, des directrices qui ne connaissent pas le programme, qui ne savent pas de quoi ça traite, et qui, pour beaucoup, oui, ils emploient encore le cours de rien, et ça les amuse, à un tel point que certains PO, dans la région de Tournai, distribuent ce cours aux premiers venus. Pas besoin véritablement, dans la région de Tournai, pour certains PO, d'avoir une formation particulière pour donner ce cours. Alors, on est là, c'est le début de ce cours. Je pense qu'il serait peut-être important aussi de veiller à ce que les chefs d'établissement soient conscientisés de l'outil, un très bel outil qu'ils ont entre leurs mains pour pouvoir faire progresser l'ensemble de leurs élèves. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, j'espère qu'à un moment donné, justement, la commission qui est en train de travailler sur ce cours va se dire aussi, il faut peut-être former ceux qui sont en tâche d'encadrer les enseignants et les élèves. Et j'espère aussi que les pouvoirs organisateurs vont enfin se décider à mettre des formateurs à la hauteur des attentes des professeurs de CPC, parce que personnellement, je ne suis pas véritablement convaincu par ce qui nous est proposé en termes de formation. Donc,
j'espère qu'on ira chercher les gens, plus que de proposer véritablement des postes, qu'on aille chercher des gens qui soient vraiment compétents pour former les profs de CPC. Alors, donc on va parler des pistes de solutions, parce que là, on a pointé toute une série de problèmes. Et c'est clair que dans la piste de solutions, vous êtes tous les deux des professeurs de philosophie et de citoyenneté. Donc, parlons de ce cours de philosophie et de citoyenneté. Une des pistes, ce serait vraiment de faire passer ce cours de 1 heure à 2 heures obligatoire pour toutes et tous. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est quand même demandé, Lionel Rubin, dans cette enquête, aussi bien d'ailleurs par les professeurs de l'enseignement officiel que de l'enseignement libre. Oui, effectivement. Alors, dans les résultats de l'enquête, il y a différentes pistes qui sont évoquées et on peut quand même pointer 3 pistes qui ressortent assez souvent. La première, c'est une demande d'être mieux formé, que ce soit dans la formation initiale ou la formation continue des professeurs. Donc les professeurs, les enseignants sont en demande d'avoir des outils. Donc ils ne baissent pas du tout les bras devant ces problématiques. Ils veulent être mieux formés, avoir plus d'outils. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de favoriser une EVRAS tout au long de la scolarité, donc ça veut dire une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle depuis le plus jeune âge, ça veut dire en maternelle jusqu'en humanité, jusqu'à ses 18 ans. Et la troisième chose, c'est effectivement un cours de philosophie et citoyenneté de 2 heures, donc un vrai cours pour tous les élèves où ensemble ils peuvent apprendre à aiguiser leur esprit critique, ils peuvent apprendre à manier les outils philosophiques, ils peuvent apprendre à aborder différentes thématiques démocratiques, citoyennes et de société. Et là, on s'est effectivement rendu compte, avec une bonne surprise, que même les professeurs du libre confessionnel plaident pour 2 heures de philosophie et citoyenneté, estimant que ça peut apporter des outils aux élèves pour aborder ces thématiques. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est pas une petite majorité. On est tout professeur confondu, donc tout répondant confondu, à plus de 80% de réponses qui plaident en faveur de ces 2 heures de cours. Et ça rejoint finalement le constat qu'on fait quotidiennement dans les journaux où, à chaque fois qu'on se trouve face à une telle problématique, on remet tout sur le cours de philosophie et citoyenneté, mais sans pour autant lui en donner les moyens. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui survient par rapport à telle ou telle thématique, on fait « Ah ben oui, effectivement, il faudrait qu'on ait un vrai cours de philosophie et citoyenneté ». Pour autant, on voit qu'une fois qu'on arrive dans la mise en œuvre, et il y a un groupe de travail parlementaire actuellement qui travaille en Fédération Wallonie-Bruxelles, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais actuellement sur ce sujet, voir comment on pourrait le mettre en œuvre, on sent que voilà, ça coince, qu'on ne sait pas très bien, qu'on n'ose pas sauter le pas. Mais pour autant, le discours théorique derrière est celui de on a un problème, en philosophie et citoyenneté, ils vont apprendre ça. On parle maintenant énormément de décolonisation de l'espace public, par exemple. En philosophie et citoyenneté, on pourra apprendre ça. On a par exemple la problématique de l'EVRAS, on pourrait en philosophie et citoyenneté dégager des heures. Il n'y a pas de souci, mais alors faisons-le. Oui, et donnons du coup des heures et les moyens. Ça vous semble essentiel, vous, Julie Castellin, de justement passer à ces 2 heures pour pouvoir aborder tout ça ? Oui, évidemment, vous prêchez une convaincue. Déjà, il était déjà plus que temps d'avoir un cours de philosophie et citoyenneté avec au moins 7 heures obligatoires, mais cette 2e heure me semble primordiale. Et le problème, c'est que les élèves me disent souvent, ils me l'ont encore dit hier, que mon attitude en tant que professeur est différente en 1re heure et en 2e heure. Parce que je pense que, évidemment, ils sont plus nombreux dans la 1re heure. Je brasse évidemment une fameuse diversité, mais c'est à cette heure-là que je sens que je marche sur des œufs lorsque j'aborde certaines thématiques. Tandis que en 2e heure, j'ai envie de dire, c'est un public, je ne vais pas dire acquis, ce serait peut-être péjoratif, mais voilà, ce sont des volontaires qui sont là pour discuter de tout, sans tabou, etc. Et il faudrait que ce soit généralisé. Comme je vous le disais au téléphone, je leur ai montré un documentaire sur l'histoire des monothéismes et je l'ai montré en 2e heure de CPC. Et il y a un élève de 3e qui m'a dit « Mais madame, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas ça en 1re heure ? C'est en 1re heure qu'il faudrait leur montrer ça. Nous, on sait ça. » C'était pas du mépris de sa part, mais c'était un propos très lucide, je trouve. Mais peut-être parce que vous n'auriez pas osé en 1re heure ou il y a d'autres thèmes à traiter aussi, ou parce que vous êtes peut-être plus stressé aussi en 1re heure qu'en 2e heure ? Ça me stresse, j'ai peur. Et pourtant, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Mais
je ne m'en sens pas encore prête pour l'instant, d'autant plus parce que je n'arrive pas à me défaire des réactions de certains élèves lorsque j'ai passé cette fameuse semaine à décortiquer l'assassinat de Paty par rapport à la liberté d'expression. Je reste stressée. Et marquée par ce que vous avez pu entendre. Oui, tout à fait. Et par rapport, quand certaines classes arrivent dans ma classe, je sens déjà physiquement parlant une espèce de tension et je vois que eux ne sont pas ravis non plus de venir au cours parce que j'ai osé dire certaines choses. Mais est-ce que ça bouge? Est-ce que certains changent, je n'allais pas dire changent d'avis, mais est-ce qu'ils évoluent dans leurs pensées quand même? Oui, j'ai le cas bien précis d'un élève qui, au début, je sentais bien qu'il avait du mal, et puis j'ai pris le temps de nouveau métacommuniquer, d'essayer de rentrer dans son univers, et il a changé son fusil d'épaule, si je puis dire. Il y a eu une véritable remise en question et un dialogue qui a été établi. Mais c'est un élève. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça montre quand même que, mais voilà, en travaillant, en argumentant, il peut y avoir cette écoute. Pierre-Stéphane Lebuy, donc on l'a dit, effectivement, les parlementaires en Fédération Wallonie-Bruxelles sont en train de discuter de ce passage à une deuxième heure. Ces discussions qui se font en huis clos. Qu'est-ce que vous espérez qu'ils prennent comme décision et pourquoi? J'espère qu'ils vont avancer sur ces 2 heures de philosophie de citoyenneté. Franchement, je ne comprends pas que l'on puisse continuer à tergiverser sur ce sujet et que l'on mette autant de temps à se décider. Je ne comprends pas. C'est un peu hypocrite de ma part. Je ne comprends pas. Oui, je sais pourquoi. On avance difficilement. Parce que derrière, il y a l'électorat. Et on joue là aussi une partition qui est très compliquée. Mais néanmoins... ils représentent l'avenir, leur position va représenter l'avenir de l'enseignement et l'avenir de cette jeunesse, s'ils veulent une jeunesse qui soit capable d'avoir, comme ma collègue l'a encore dit à l'instant, un minimum de sens critique, ils ne peuvent pas faire autrement. Je veux dire, c'est quand même, on vit une situation assez particulière, on a dans nos grilles des cours d'éducation physique, très bien, 2 heures, 2 heures d'éducation physique au minimum, parfois 3, ça dépend un peu des grilles. Et en philosophie et penser, on accorde 1 heure à penser, à réfléchir par soi-même. 2 heures d'un côté de sport, mais penser... Alors, pas penser, c'est ça qu'il faut. Mais c'est complètement dingue. J'espère que ces hommes et ces femmes politiques, ces mandataires politiques, de tout parti, quel qu'il soit, prendront toute la mesure de l'enjeu qui est là devant eux, et peut-être penseront un peu moins au jeu politique qui est en train de se jouer là sous nos yeux, et qu'ils auront le courage d'avancer sur ce sujet. Lionel Rubin, on sait que je le disais, ces discussions se font à huis clos, mais est-ce qu'on a bon espoir? Est-ce qu'il y a des tendances favorables qui nous font penser que ça pourrait passer à 2 heures? On a bon espoir parce qu'en réalité, ce groupe de travail parlementaire part d'un consensus, d'une précédente décision, d'un précédent groupe de travail parlementaire en 2018 qui, tous les partis confondus, ont acté la volonté d'aller vers 2 heures et la nécessité d'aller vers 2 heures. Donc en réalité, ce groupe parlementaire, l'espoir qu'on a, c'est non pas qu'il refasse le débat en termes de savoir s'il faut ou pas 2 heures de citoyenneté, mais c'est comment est-ce qu'ils vont lever les problèmes et parfois des vrais enjeux de maintien de l'emploi. Attention, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des véritables enjeux là-dedans et qu'il faut voir comment les résoudre au mieux. Mais en tout cas, c'est comment est-ce qu'eux vont trouver les solutions pour concrétiser ces 2 heures de philosophie et citoyenneté. Et oui, et surtout, et c'est vrai que ça apparaît aussi, en parlant tout simplement de logistique, on sait que 1 heure de philosophie et citoyenneté, ça entraîne pour certains professeurs de passer par plusieurs écoles. Donc c'est très difficile à organiser. Donc déjà 2 heures, ça paraîtrait plus facile. Et puis ça mettrait fin aussi à une inégalité entre élèves. Et évidemment, les inégalités entre réseaux, là, on verra ce que les résultats de ce groupe de travail et de cette commission parlementaire vont donner. On est à la fin déjà de cette émission. Merci vraiment à tous les 3. Donc, je rappelle, Julie Castelin, vous êtes professeure de philosophie et de citoyenneté à l'Athénée Charles Roger à Liège. Donc, Pierre-Stéphane Lebuy, membre fondateur de cette
l'association des professeurs de philosophie et citoyenneté. Et vous devriez être, peut-être pas vous, mais en tout cas l'association, être entendu justement par cette fameuse commission parlementaire. Et donc Lionel Rubin du Centre d'action laïque. Et d'ailleurs, je pense que si vous, chers auditeurs, vous êtes parents, vous allez certainement recevoir, ou vous avez peut-être reçu déjà dans les jours précédents, ce fameux formulaire à cocher en choisissant 1 heure ou 2 heures. Donc on espère que ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui vous aidera à affiner votre choix et à alimenter votre réflexion. Merci vraiment à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.